Faut-il combattre l'immigration choisie? Faut-il combattre l'immigration sélective? Mesdames, Messieurs, chers abonnés de notre chaîne ou pas, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube et invitez vos amis à s'abonner. Abonnez-vous également sur notre chaîne Facebook et sur notre compte X, Élisée Yonta. Mettez un like sur cette vidéo afin que YouTube puisse la recommander au plus grand nombre de personnes. Bonjour à vous. Je fais cette vidéo pour reparler de l'immigration choisie. Pour ceux qui sont camerounais, rappelez-vous, la polémique médiatique a enflé dernièrement avec la sortie du patron, du président du syndicat du patronat camerounais qui dénonçait l'immigration choisie des travailleurs. Dans un pays où il y a 1 million de travailleurs enregistrés à la Caisse nationale de prévoyance sociale et déclarés aux impôts, sur une population active de 20 millions, donc il y a 18 millions de chômeurs. 1 million d'autres personnes, c'est des auto-entrepreneurs, si on peut dire, et le reste de 18 millions de Camerounais sont des chômeurs qui vivent d'une occupation. La deuxième base de la polémique est venue d'un activiste et d'un sportif de haut niveau qui lui a, comme on dit dans le jargon chez nous, boza. Ça veut dire que il a traversé le désert et puis la mer pour arriver en Europe, où il s'est débrouillé à trouver des papiers pour arriver aux États-Unis et il est devenu un champion de boxe ou de kickbox. Et qui a dit qu'il pensait que quelqu'un qui conduisait la moto, alors que lui il conduisait la moto, vit mieux que quelqu'un qui est à l'étranger. Et lui, il est pourtant parti abandonner la moto pour aller à l'étranger. Et enfin, un activiste qui a dit qu'il pensait que l'immigration au Canada, c'était une perte de temps parce que les diplômes n'étaient pas reconnus au Canada. Soit. Je ne vais pas revenir sur la polémique, mais je veux qu'on regarde vers l'avant et qu'on prenne un benchmark. Faut-il combattre l'immigration choisie? Je rappelle ce qu'est l'immigration choisie. Ça veut dire qu'un certain nombre de pays, les pays européens, principalement l'Allemagne, principalement la Grande-Bretagne, des pays comme la Belgique, un peu les pays libéraux, font face à des difficultés avec la main-d'œuvre pour des travailleurs qualifiés dans leurs entreprises. Ça crée une inflation sur le marché de l'emploi. Et donc, ils recherchent la main-d'œuvre pour compenser le départ des baby-boomers. Et les baby-boomers eux-mêmes qui ont sacrifié toute une vie au travail et ont eu souvent pas d'enfants ou un ou plus 2 enfants. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre démographique. Et ça se répercute sur le marché du travail. Et pour compenser cela, ces pays doivent chercher du travail. Donc, dans un pays où il n'y a pas du tout de travail, où il n'y a pas de création d'emplois dans le pays, où c'est un mot tabou, où quand on dit création d'emplois, on donne 25 000 postes de travailleurs non payés, les gens se payent sur la bête, à des jeunes, et on dit création de 25 000 emplois, et les jeunes viennent s'asseoir ou parfois rester debout dans des bureaux, ça dure 1 an, et puis après ils retournent au quartier. Donc, l'immigration choisie, ça veut dire que la possibilité pour certains pays, l'Australie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, les pays de Moyen-Orient comme Dubaï, par exemple, les Émirats arabes ou le Qatar, de venir chercher sur notre marché, dans notre pays, des étudiants et des travailleurs qualifiés, autrement dit des gens qui ont des compétences en informatique, des gens qui ont des compétences en gestion de l'hospitality business, les hôtels, les restaurants, des gens qui ont des compétences dans l'informatique, par exemple la maintenance informatique, le développement logiciel, etc. Des gens qui ont des compétences dans l'industrie, des gens qui ont des compétences dans le bâtiment et autres. La possibilité de rechercher ces travailleurs-là pour les mettre à la disposition des employeurs qualifiés. Donc, ces gens essaient de trouver la main-d'œuvre chez nous. Alors, certains ont argué que cela déstabilise nos pays. Mais moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, donc j'ai suivi avec attention hier et avant-hier, la visite du chancelier allemand Olaf Scholz. Olaf Scholz,
le chancelier allemand, qui s'est rendu en Inde rencontrer le premier ministre indien Narendra Modi. Narendra Modi, je précise encore son nom, Narendra Modi. Donc, plusieurs protocoles d'accord ont été signés pour que l'Allemagne, qui peine à trouver de la main-d'œuvre, délocalise un certain nombre d'industries sur le marché allemand. D'abord, ça permet à l'Allemagne d'investir et de profiter du grand marché allemand de 1 milliard de consommateurs, le grand marché indien de 1 milliard de consommateurs. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est que l'Allemagne avait fixé un quota de 20 000 travailleurs qualifiés indiens qui venaient travailler en Allemagne et il leur donnait un visa travailleur pour qu'ils puissent travailler et s'établir en Allemagne, avoir un visa de résident permanent de 10 ans. Et l'Allemagne a décidé d'étendre ce visa-là en passant de 20 000 à 90 000 travailleurs indiens. C'est un phénomène qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un phénomène qui a commencé dans les années 2000, quand le chancelier Gerhard Schröder dirigeait l'Allemagne. Et c'est un phénomène qui s'étend avec un gouvernement de gauche, alors que d'habitude on s'attend à cette décision avec des gouvernements de droite, donc qui sont libéraux, qui sont pro-patronat. Donc vous voyez que l'Allemagne étend de 20 000 à 90 000 le nombre de visas. Et il faut rappeler que ce n'est pas quand on atteint 90 000, ça s'arrête. Ça peut être étendu à ce moment, c'est au cas par cas. Mais il y a un quota de 90 000 visas de travailleurs professionnels qualifiés indiens vers l'Allemagne. Alors vous me direz, les Indiens qui ont une économie en croissance, qui ont une économie qui crée énormément d'emplois, qui ont une économie qui exporte aussi des talents vers les États-Unis, qui exporte des talents vers l'Australie, qui exporte des talents vers Singapour, qui exporte des talents vers le Canada, qui exporte des talents vers Hong Kong, qui exporte des talents vers le Japon. L'Inde a bien signé ces accords. Donc, leur premier ministre, Narendra Modi, a bien signé ces accords pour permettre à l'Allemagne d'attirer et de faire travailler sur son territoire des travailleurs qualifiés indiens. Alors, si l'Inde, qui est un pays émergent, qui va devenir prochainement un pays développé, se met à exporter des travailleurs qualifiés en Allemagne, sans que cela ne crée de polémique sur le territoire indien. Je dis bien que c'est un pays qui crée des emplois, quand le Cameroun n'en crée pas. La question devient donc, fallait-il ou faut-il combattre l'immigration choisie? Je fais cette vidéo dans un contexte où j'apprécie la réaction de nos frères qui organisent l'immigration choisie et sélective des Camerounais ayant des capacités professionnelles vers le Canada, où ils ont organisé un salon de la diaspora et des investissements. Je pense que comme on dit en anglais, that's the way to go. Ça veut dire un salon de la diaspora et des investissements. C'est un salon qui permettra, n'est-ce pas, à tous les enfants de la diaspora qui sont à la recherche d'un emploi, qui ne parviennent pas à trouver au Cameroun, de s'expatrier. J'aurais appelé ça salon de l'expatriation et des investissements, de s'expatrier en Allemagne. Pourquoi ils ont labellisé le mot investissement? Parce que, chers frères et sœurs, chers amis, chers abonnés de nos chaînes YouTube, Facebook et X, Élysée Yontan, l'une des premières rampes de lancement de l'investissement, c'est, comme on dit en anglais, les skills. C'est l'aptitude. Ce sont les compétences. Quand vous prenez un enfant qui a été bien formé dans une école privée au Cameroun et qui se déplace pour aller travailler en Allemagne, par exemple, qui devient conducteur de travaux, chef de projet, concepteur de projet, par exemple, dans le bâtiment, par exemple, dans l'industrie, en travaillant, par exemple, chez Lavalin, je ne fais pas de publicité ici, en travaillant chez McDonald's, etc., ou d'autres entreprises. Ces gens acquièrent des compétences à un niveau assez élevé, se frottent à la concurrence, apprennent ce qu'ils n'auraient pas appris dans la pratique dans les entreprises chez eux, parce que parfois les entreprises au Canada sont d'un niveau assez élevé. Et dans une décennie, ils peuvent retourner au Cameroun pour créer des PME, des petites et moyennes entreprises, et créer donc des emplois et contribuer à densifier le tissu économique. Ça, c'est important. Je le dis parce que je le dis dans un contexte, je suis un peu choqué.
Heureusement que j'ai une chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo de 55 minutes pour donner à une chaîne de télévision. Ils sont allés extraire 30 secondes de vidéo pour essayer de me faire dire ce que je n'ai pas dit, en disant que j'étais contre le départ des enseignants et des infirmiers. Ce n'est pas le cas. L'immigration choisie est une chance pour notre pays. Vous voyez bien, aujourd'hui, l'économie de l'Inde est en plein développement. Les Indiens parviennent à fabriquer des voitures, ils parviennent à faire de la fonderie, ils parviennent à créer des bureaux d'études, etc., etc. C'est les gens qui créent ces activités en Inde. Ce sont des gens qui très tôt ont immigré au Japon comme travailleurs qualifiés, ont immigré en Allemagne comme travailleurs qualifiés, ont immigré en Grande-Bretagne, ont immigré aux États-Unis, sont venus travailler à la Silicon Valley et un peu partout et ont fait de grandes choses. Et qui, en retour, sont partis chez eux en Inde pour développer des activités. Voilà. C'est important. Ça, c'est très important ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que dans les jours ou dans les années qui viennent, il ne faudrait pas que le gouvernement camerounais mette des embûches, ou tout autre gouvernement africain mette des embûches pour les enfants qui veulent s'expatrier dans le cadre du travail. D'abord parce qu'il n'y a pas de travail localement à leur offrir. En plus parce que quand ils partent, ils acquièrent des compétences, ils se frottent à la concurrence, ils s'aguerrissent et lorsqu'ils reviennent dans leur pays, après avoir passé 10, 15 ans à l'étranger, c'est certainement pour occuper des responsabilités à un niveau élevé ou créer des PME. Quand je dis occuper des responsabilités au niveau élevé, ça ne veut pas dire venir chercher le travail dans l'administration ou dans les entreprises locales, mais ça veut dire venir créer des entreprises et créer des emplois. Vous savez, si vous créez 5 à 10 emplois dans notre pays ou dans un autre pays africain, vous avez créé des emplois. Or, aujourd'hui, l'Afrique, pour se développer, a besoin des entrepreneurs, mais des entrepreneurs compétents. C'est que quelqu'un qui, je n'ai rien contre ceux qui pressent les palmistes pour faire de l'huile, mais quelqu'un qui presse les palmistes pour faire de l'huile, c'est bien, parce que ça contribue à nourrir les populations. Mais quelqu'un qui, par exemple, arrive et et peut produire des intrants pour ceux qui font de l'huile de palme, c'est encore mieux. Donc, il y a énormément d'opportunités dans nos pays où les gens peuvent créer des entreprises. Ensuite, les gens qui partent et s'expatrient à l'étranger peuvent constituer un capital, un fonds. Chez nous, ce qu'on dit un capital, ça veut dire peut constituer des ressources financières qu'ils peuvent épargner et retourner avec ces ressources financières pour investir dans notre pays. Donc, je pense que plus que de cibler, comme on dit, target en anglais, les travailleurs qualifiés qui partent à l'étranger, si nous réduisons les nôtres, c'est les Indiens qui prennent la place. Il faudrait que ceux qui organisent l'immigration choisie se constituent en un pool, fassent un bien meilleur lobbying, s'organisent davantage et que nous autres aussi en diaspora, nous commençons à travailler, à nous mettre ensemble, ça je l'ai toujours dit, à pouvoir développer la capacité de nous mettre ensemble 10, 20, 30, 40, 50, pour pouvoir mettre l'argent ensemble et retourner réaliser des projets. Vous savez, si vous êtes 10 à avoir 10 millions, ça fait 100 millions de francs. Avec 100 millions de francs dans n'importe quel pays d'Afrique, si vous avez un autre prêt de 100 millions de francs, vous pouvez créer une activité qui peut employer une dizaine, voire une vingtaine de personnes et leur donner un salaire décent. Donc, il est temps que, voilà, on peut prendre tous les exemples. Hein. Dans le domaine médical, par exemple, dont on parlait, une fille qui est infirmière à l'hôpital à Quintini et qui n'a pas eu de salaire depuis 10 ans, si elle s'expatrie au Canada, si elle y travaille 10 ans, si elle rentre dans notre pays, elle est capable de s'associer avec d'autres et créer une clinique, par exemple. Hein? Peut-être même pas à Douala ou à Yaoundé, mais dans d'autres endroits et prodiguer des soins de qualité aux standards internationaux aux gens qui sont malades. Quelqu'un qui était enseignant au Cameroun et qui s'expatrie, qui se forme mieux au Canada, par exemple, quand il retrouve au Cameroun, il peut créer une école privée. D'ailleurs, il se dit, et ce n'est pas seulement il se dit, que la plupart des écoles privées aujourd'hui qui se créent dans un pays comme le Cameroun et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, c'est le fait de gens qui se sont expatriés pour aller à l'étranger et qui retournent dans notre pays pour, n'est-ce pas, entreprendre, créer des opportunités, créer des emplois. Voilà. Donc, je faisais cette vidéo pour pouvoir dire que pendant que nous, ou un groupe de personnes, pour des raisons qu'elles seules connaissent, se mettent à dénigrer l'immigration choisie, l'immigration sélective,
au point où ça arrive aux oreilles des autorités canadiennes qui commencent à restreindre les visas pour nos frères. Des pays comme l'Inde font tout feu de tout bois pour signer des conventions afin d'augmenter le nombre de visas pour leurs travailleurs. Par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, ça passe de 20 000 à 90 000. Vous avez bien vu, pratiquement 5 fois le nombre de visas qu'on délivrait avant. Voilà. Et c'est tout à l'avantage de l'économie indienne qui va avoir revenir des devises, qui va avoir revenir des travailleurs davantage qualifiés et qui va avoir revenir des investissements. Parce que les investissements que les Allemands opèrent en Inde, c'est souvent le fait des Indiens qui sont partis de l'Inde pour aller travailler en Allemagne et après 20 ans en Allemagne, retournent maintenant avec les sociétés qui les emploient en Allemagne pour investir dans leur pays. Voilà. Ça permet donc d'attirer les investissements. Donc, je fais cette vidéo afin que chacun puisse prendre conscience de la nécessité de mettre de l'eau dans son vin. Je remercie tous ceux et celles qui l'ont suivi. Abonnez-nous sur notre chaîne Facebook, sur notre chaîne YouTube ici, mais également sur notre compte X, Élisée Yonta. Je vous prie de passer à tous et à tous une bonne et agréable journée. Bye, prenez soin de vous.